Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. On est dimanche matin et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'investissement, de tout ce qui concerne nos portefeuilles d'actions et pas que d'actions. Avant de commencer, comme au début de chacune de mes vidéos, je vous rappelle qu'il faut s'inscrire obligatoirement si ce n'est pas encore fait, ça c'est obligatoire. Les likes sont pas obligatoires mais c'est très souhaitable parce que la chaîne est gratuite. Donc ça me fait énormément plaisir, déjà ça me permet d'estimer l'intérêt que vous portez d'une telle ou telle catégorie de vidéos. Donc si vous n'aimez pas la vidéo, donc mettez un dislike avec un petit commentaire pour que je puisse améliorer la chaîne. Et pour ceux qui veulent aider à la chaîne encore plus, vous avez un lien, vous pouvez faire une petite donation. Donc ce dimanche matin, nous allons parler évidemment de GameStop. Donc là, mais par contre, je vais essayer de faire tourner ce sujet de manière un petit peu différente, parce que j'imagine que vous avez déjà entendu parler de toute cette frénésie, toute cette histoire absolument incroyable que nous avons vécue cette semaine autour de l'action GameStop. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement et quelles sont les conclusions qu'on peut en tirer de cette histoire pour notre stratégie. Est-ce qu'on doit s'adapter, par exemple, au contexte qui a éventuellement changé, et peut-être c'est plus les mêmes forces qui dirigent les marchés financiers. Donc on va faire un tour de tout cela, et donc après à la fin je vais vous donner mon avis. Je pense que ça sera un point très important. Ceux qui ne veulent pas écouter du GameStop, maintenant je mets dans la description la table des matières, vous pouvez skipper en fait certaines parties de la vidéo, mais dans tous les cas je pense que c'est quand même assez important de voir les conclusions qu'on peut faire, parce que ça peut vraiment affecter nos stratégies, surtout si vous êtes trader, vous êtes spéculateur, et si vous faites parfois les stratégies short. Donc ça, je pense que si c'est votre cas, je vous invite quand même de rester sur cette partie qui concerne le cas de GameStop. Voilà, donc commençons par vous rappeler qu'est-ce que s'est passé, parce que j'imagine peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait en détail. Donc là, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, parce que j'imagine que vous lisez la presse financière, et j'imagine que vous faites partie de la chaîne Telegram qui est en train de se développer avec une vitesse incroyable. Donc là, on a des discussions super intéressantes. Si vous n'êtes pas encore membre de la chaîne Telegram Mind de Cash, vous allez trouver le lien dans la description. C'est très simple. Vous cliquez le lien, après ça vous fait ouvrir une application ou vous demande de télécharger une application. Et ça nous permet de communiquer largement plus. Vous allez voir que c'est très intéressant dans les discussions que nous avons sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, qu'est-ce que c'est comme action GameStop? En gros, c'est la vente au détail du matériel, des logiciels autour des jeux vidéo. En gros, on ne va pas spécialement rentrer dans le détail, mais c'est rien d'excitant. Donc, c'est juste une société qui, dans le retail, qui évidemment a une fragilité financière assez marquée, on va dire. Donc, avec tout ce passage en e-commerce, etc., quand on parle du retail, surtout dans la partie de hardware, de software, ça déjà, pour moi, ça fait une alerte d'un secteur extrêmement risqué et extrêmement, on va dire, périmé. Donc, et effectivement, c'était une société que moi je connaissais pas personnellement. J'imagine qu'il y en a beaucoup qui ne connaissaient pas jusqu'à cette semaine. Donc, si on regarde les ratios qu'on regarde d'habitude, donc aujourd'hui ils sont assez biaisés après cette hausse phénoménale. Donc, en fait, ça ne représente rien, en fait. En gros, bon, la marge brute, vous voyez, donc même pas 27 et quelques pourcents. Les marges nettes sont négatives, donc c'est une société presque en difficulté. Après, j'ai pas trop analysé, donc la rentabilité est négative, donc, et même la rentabilité moyenne sur 5 ans, elle est de moins 2,7%. Donc, ouais, c'est clairement une entreprise en difficulté. Donc, il n'y a rien à dire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que il y a eu plusieurs fonds, Citadel, je crois que c'était une des victimes de cette histoire de cette semaine. Ils ont commencé à faire du short sur cette valeur et ils ont augmenté ce qu'on appelle le floating short. Floating short, c'est quoi? C'est le nombre de contrats ouverts à la baisse sur un actif donné. En fait, c'est une information qu'on a parfois du mal à trouver parce qu'il faut être inscrit à des services qui sont quand même assez chers. Notamment, vous pouvez les trouver sur le site eCharts ou bon, évidemment sur Bloomberg si vous avez beaucoup d'argent. Donc ces services, elles proposent l'information consolidée sur toutes les positions ouvertes par rapport à un tel ou tel actif. Ils vous disent quelles sont ces positions, si c'est les positions à l'achat ou les positions à vente à découvert. Et donc du coup, cette valeur, elle a accumulé énormément de ventes à découvert. Et
ça fait souvent un trigger pour le phénomène qui est connu sous le nom short squeeze, que j'ai déjà présenté à plusieurs reprises sur la chaîne. Donc là, vous allez voir la vidéo attachée à cette vidéo, donc, où j'ai expliqué qu'est-ce que c'est. Et moi-même, j'en ai profité déjà à plusieurs reprises du short squeeze pour faire des gains rapides en bourse. Notamment, je me rappelle ma position de Macy's il n'y a pas longtemps et ma position sur American Airlines à peu près au même moment. Donc c'est exactement le short squeeze que moi j'ai joué sur des valeurs qui étaient trop shortées, on va dire. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, à un moment donné, il y a un réseau social qui s'appelle Wall Street Bets, qui est hébergé sur une plateforme qui s'appelle Reddit. Et donc, c'est un réseau social où on parle de la bourse, un peu, moi j'imagine, moi je suis pas membre, j'ai dû peut-être y être, mais en gros, on parle de la bourse, on s'échange des idées, un peu comme sur notre chaîne Telegram d'ailleurs maintenant. Donc, on dit que voilà, cette valeur, il faut acheter, cette valeur, il faut vendre, cette valeur, il faut éventuellement shorter, etc., etc. Mais ce réseau, il est devenu assez important, donc du coup assez lu. Donc il y a eu beaucoup de particuliers qui scannaient ces forums pour trouver des idées d'investissement ou des idées spéculatives. Et notamment, ce sont des clients de la plateforme qui fait souvent parler d'elle, c'est la plateforme de trading Robinhood, où il y a énormément de particuliers. C'est une plateforme qui a vécu vraiment une flambée, une croissance extraordinaire des clients l'année dernière, et ce sont des clients particuliers avec des petits fonds, et cette plateforme est très agressive au niveau de frais de courtage. Donc voilà. Et donc en gros, ça fait un phénomène qu'il y a une masse des personnes qui lisent ce forum et qui tradent assez agressivement sur les marchés financiers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parmi ces membres, il y a un membre qui n'est pas méconnu qui s'appelle Elon Musk. Et à un moment donné, il a tweeté avec un lien sur ce forum avec une seule phrase, Game Stonk. Stonk, ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'ailleurs, moi je ne le savais pas. Apparemment, c'est un surnom quelque part qu'on utilise sur ce réseau social pour dire stock, comme stock, l'action, quoi. Voilà. Et donc, en gros, ça a été considéré comme on va dire un ordre à acheter. Et Elon Musk, il a une puissance énorme, puissance médiatique. Chaque tweet de Elon Musk, il est lu par des millions de personnes. C'est presque comme Donald Trump il n'y a pas longtemps. Donc, et en gros, ça a fait un phénomène qu'il y a tout un tas de personnes qui se sont réunies sur ces forums-là pour profiter de ce short squeeze. Et donc, ils ont vu qu'il y a eu beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'hedge funds qui étaient positionnés à la vente parce que cette société qui est très fragile. Et donc, du coup, ils ont créé eux-mêmes ce phénomène de short squeeze et ils ont littéralement fait exploser le titre en bourse. Là, je vous montrer le graphique. C'est vraiment impressionnant. Vous pouvez voir sur ce seul phénomène de short squeeze, cette action elle est passée de un peu plus de $20 jusqu'à dans un moment où elle était proche de $500 et s'est clôturée à 325. Donc c'est quoi ce short squeeze? Je vous rappelle juste, même si vous avez des vidéos où j'explique beaucoup plus en détail, en gros toutes ces grosses positions qui ont été prises par les hedge funds, les grosses positions short, ils ont été clôturés par leur propre broker parce qu'il y a eu un flux acheteur énorme qui s'est produit sur cette valeur grâce ou à cause de ces petits investisseurs amateurs sur les plateformes style Robinhood. Donc voilà. Donc et quand ces positions sont fermées, donc du coup ils rachètent leur position short, ça veut dire qu'ils achètent l'action. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Structurellement, le short, c'est quand vous empruntez les actions pour les revendre plus tard. Donc quand vous et pour clôturer le short, vous êtes obligé de racheter les actions que vous avez empruntées. Et donc du coup, ça crée encore plus de puissance dans cette vague haussière. Et sur chaque étape, quand chaque position short est fermée, donc du coup, ça fait encore une propulsion haussière très très puissante. Et donc du coup, ça crée un effet de boule de neige pour que l'action explose sans fond, en hausse interminable. Voilà, c'est exactement ce qui est produit. Ça se produit d'ailleurs, c'est pas nouveau, en fait, ça se produit assez souvent déjà sur des petites valeurs illiquides. Donc là, encore une fois, il y a une vidéo sur ma chaîne sur des valeurs illiquides. Parce que par exemple, une des valeurs que j'ai évoquées dans le portefeuille PEA, donc l'action Aquila, donc même vous-même, vous pouvez créer, pas créer le phénomène de short squeeze, mais vous pouvez bouger la valeur parce qu'il y a très peu de volume dessus. Et donc du coup, chaque achat ou chaque vente, elle affecte le cours en bourse.
Et donc du coup, pour les petites valeurs, ça arrive très souvent. Il y a beaucoup de fonds qui sont spécialisés uniquement sur ce short squeeze. Ils recherchent les sociétés, les valeurs qui sont le plus shortées et ils commencent à les acheter. Donc, mais par contre, ce qui est drôle dans cette histoire, que d'habitude, cette technique, elle était assez commune parmi les professionnels. Mais cette fois, les particuliers ou les amateurs, si vous voulez, ils ont utilisé cette technique contre ces fonds-là. Donc vous voyez, donc ils ont utilisé leur propre instrument qu'on jouait contre eux. Donc voilà, et ça crée quand même assez un phénomène Robin Hood justement. C'est que, on va dire, la bataille entre les pauvres et les riches, c'était un peu présenté comme ça dans certains médias. Et du coup, les particuliers, quand ils se réunissent ensemble, ils ont montré qu'ils peuvent faire des choses en bourse. Et c'est pas que les grands fonds qui mènent le jeu sur ce terrain. Avant de continuer la discussion sur ce cas de GameStop, j'aimerais bien juste faire mon petit commentaire par rapport au comportement de Elon Musk. J'étais toujours assez bon. Moi, j'admire cette personne de point de vue entrepreneurial et de point de vue de ce qu'il a réussi de faire avec ses différentes entreprises. Mais en tout cas, dans certains points de son comportement me paraissent quand même assez étonnants. C'est le moins que je puisse dire. Et ce cas-là, il était un exemple négatif justement de ce comportement. Parce qu'ils ils se rendent tout à fait compte qu'il influence les bourses. Il y en a énormément de gens qui l'écoutent. Donc tout ce qu'il dit, ça passe dans tous les médias. Et donc, en lançant ce genre de tweet, il doit être conscient que ça fera des conséquences. Donc, je ne pense pas qu'il est en train de spéculer sur les bourses. Peut-être, j'en sais rien. Je ne connais pas le gars, je ne connais pas quels sont ses objectifs réels. Mais en tout cas, je pense que quand tu arrives à ce niveau-là de reconnaissance, donc il faut quand même être responsable. Dans ce que tu dis, dans ce que tu communiques en public, il faut être responsable. Vous savez, même moi, quand je communique sur la chaîne Mind du Cash ou bien sur la chaîne Telegram, quand je parle d'une telle ou telle action, même si je dis clairement à chaque fois que la chaîne ne fait pas de conseil d'investissement, donc vous êtes responsable, patati patata, je suis quand même conscient que certaines personnes qui sont surtout novices, qui viennent sur le marché, qui en m'écoutant essayent de prendre telle décision d'investissement, j'essaye de communiquer de façon claire pour inciter la réflexion d'une personne et pas juste aller dans un sens ou dans un autre. Donc en fait, j'essaye d'être professionnel de ce point de vue-là quand je communique quelque chose, que les gens puissent comprendre qu'il y a deux scénarios, qu'ils doivent d'abord analyser et prendre une décision en pleine conscience des faits et des conséquences. Tandis que Elon Musk, qui n'a rien à voir au niveau d'influence en fait, moi, je suis rien du tout par rapport à lui, il se permet de lancer ce genre de choses et ça lui dérange pas. Moi, je trouve ce comportement, personnellement, en tout cas dans ma déontologie professionnelle, je trouve ce comportement comme irresponsable, en quelque sorte. Parce que tu peux pas lancer sur les réseaux sociaux la même chose comme si c'était une personne qui a que 40 abonnés. Et quand tu es Elon Musk, quand tu es Bill Gates, quand tu es Warren Buffett ou quelqu'un comme ça, il faut faire attention quand tu dis quelque chose, quand tu communiques ton avis, forcément il y aura des millions de personnes qui vont le suivre. Même si tu peux mettre sur ta tête en disclaimer que c'est votre responsabilité, etc. Tu sais que les conséquences seront gigantesques. Lui, j'ai l'impression qu'il s'en fiche un peu, donc il a lancé un truc, il a créé des énormes dégâts. C'est parce que je m'inquiète pour les hedge funds, mais ça peut créer des dégâts ailleurs. Cette fois, ça a joué en faveur des particuliers. Demain, ça peut jouer dans un sens inverse. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner comme des conséquences en direct. Parce qu'imaginez que si, par exemple, un fonds qui a fait faillite sur ça, il avait des contrats avec d'autres fonds, avec d'autres clients, les autres clients qui ont fait faillite, etc. Donc, ça peut créer une chaîne de petites faillites qui peut se présenter finalement comme une bulle des faillites, qui va grandir au fur et à mesure. Donc il faut faire beaucoup attention à ça. Donc ça, c'était une petite valeur quand même. Donc ça, je pense pas que ça va créer vraiment un dégât macroéconomique. Mais en tout cas, les pertes s'élevaient, je crois, qu'à 19 milliards de dollars quand même. Donc dans le monde de liquidité abondante actuel, c'est une goutte d'eau. Mais quand même, ça commence à être une somme assez conséquente. Voilà. Donc c'est juste une petite remarque par rapport à cela. Donc maintenant, nous passons à la partie conclusion. Quelles sont les conclusions qu'on doit tirer après cette histoire? Donc la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous ne vivons pas dans les marchés manipulés, mais cette fois les marchés manipulés
par les réseaux sociaux. Donc effectivement, les dernières années ont été marquées par la croissance énorme des nouveaux entrants en bourse, souvent les particuliers. Et ces nouveaux entrants en bourse, elle était attirée par des profits, par des profits faciles quelque part, des bourses qui sont en permanente hausse. C'est vrai que les dernières années, c'était la hausse quasi permanente qui a été alimentée par les réserves fédérales, qui était alimentée par la planche à billets des différentes banques centrales à travers le monde. Et les gens non initiés, ils ont quasiment oublié qu'est-ce que c'est la crise boursière. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'on est d'accord là-dessus parce que la seule correction importante que nous avons vécue, c'était la fin de l'année 2018, et c'est justement que la raison de cette baisse, c'était quand la Réserve fédérale a commencé à mentionner, à juste faire glisser l'idée qu'un jour, les taux vont monter. Et donc, du coup, ça crée complètement un collapse dans le système financier. Donc, du coup, cela veut dire que, vu qu'il n'y a pas eu vraiment de crise boursière, beaucoup de personnes se sont dit, ah tiens, finalement, c'est facile, j'arrive, je mets de l'argent, et ça monte. Ça monte tout le temps. Ça monte, quels que soient les fondamentaux, ça monte. Donc on peut regarder GameStop, c'est un exemple, mais il y a aussi Tesla, il y a aussi Bitcoin, il y a aussi tout un tas d'autres valeurs. Il y a aussi Zoom d'ailleurs, Netflix par exemple aussi. C'est une valeur qui ne perd pas de l'argent, mais quand même c'est une valeur qui a valorisé un montant qui est stratosphérique par rapport à ce qu'il gagne. Donc, c'est le moment quand même de se poser les questions que pourquoi on paye? Quels sont vraiment les fondamentaux qu'on achète? Et justement, on a vu, je crois que c'est dans la vidéo de Tammy Kabaj, elle a mentionné une des gérantes d'Hedge Fund qui disait que nous vivons dans le monde qui ignore complètement les fondamentaux et qu'il vit sa vie. En gros, c'est ce qu'elle disait, c'est presque en casino. Donc, et Tammy Kabaj, elle a fait un commentaire comme quoi descend sur Terre parce que de toute façon, c'était déjà connu d'avance. En fait, je suis d'accord et pas vraiment d'accord en même temps. Donc c'est parce qu'effectivement, c'était connu d'avance que parfois, quand les marchés sont euphoriques et même quand les marchés sont très dépressifs, ils s'éloignent des fondamentaux. Ça, c'est vrai. Donc on ne peut pas dire que les fondamentaux, ils décrivent uniquement les fondamentaux qui décrivent les comportements des cours de bourse. Donc évidemment, il y a énormément de rêves autour de certaines valeurs linéaires, ou bien il y a trop de déceptions autour d'autres valeurs. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se baser sur uniquement les fondamentaux pour prédire les cours boursiers. Ça, c'est clair et net. Mais aujourd'hui, ce qui me dérange, c'est l'ampleur de ce phénomène est telle que maintenant, je me demande dans quel monde on vit. Donc, est-ce que c'est le marché qui est dirigé par les réseaux sociaux? Donc, ça veut dire que demain, quelqu'un lance une phrase sur une telle ou telle valeur que vous avez dans le portefeuille ou que vous êtes en train de shorter, vous pouvez littéralement se faire exploser. Ça va faire un énorme impact sur votre investissement et même dans les cas les plus graves sur votre situation financière ou la situation financière de votre famille. Donc vous voyez, on vit quand même dans un monde qui est complètement délirant dans la réaction sur certains messages qui n'ont rien derrière. Donc typiquement, Elon Musk, il a fait rêver tout le monde entier avec ses différents projets et Tesla aujourd'hui, il a valorisé comme plus que le secteur automobile mondial. Donc c'est évidemment quelque chose absolument absurde et cette frénésie, elle est quelque part alimentée par la politique monétaire de la Réserve fédérale. Et donc du coup, ce qui me paraît assez rigolo dans cette histoire, c'est que aujourd'hui, le Sénat américain et la Réserve fédérale et la SEC, en fait c'est un équivalent de l'AMF français, donc le régulateur des bourses, ils sont en train de parler comment réguler quelque chose, encore une fois. Donc, ok, on peut réguler encore les particuliers, mais finalement, c'est les particuliers qui achètent. Ici, c'est les fonds qui sont méchants, parce que c'est eux qui ont shorté. Donc, qu'est-ce qu'ils vont réguler? Ça, j'ai du mal à comprendre, en fait. Ça va être difficile à réguler les situations comme ça, tout simplement parce qu'ils ne vont pas interdire d'acheter certaines valeurs. Ça me paraît absurde. Et en parlant de la régulation, il oublie souvent des vraies raisons. Pourquoi nous sommes arrivés là? Pourquoi nous sommes arrivés dans une situation où une seule personne, en lançant n'importe quoi sur Twitter, peut complètement basculer les marchés financiers? Donc,
Et tout simplement, ceux qui il faut vraiment réguler, à mon avis, c'est la Réserve fédérale américaine. C'est la Réserve fédérale américaine qu'en injectant les liquidités abondantes, illimitées pendant des décennies maintenant, parce que c'est plus qu'une décennie, elle a complètement renversé le cycle, elle a complètement renversé la notion du risque sur les marchés financiers, surtout sur le marché de dette, qui ne représente plus rien du tout, parce que c'est un marché administré. Et quelque part, cette politique se répercute aujourd'hui sur les marchés d'actions. Donc en gros, le marché d'actions, c'est le jeu gagnant-gagnant. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de cycle en fait, on n'a plus des cycles chaque décennie où nous vivons un ralentissement économique, après la reprise, l'économie, la stabilisation, etc., etc. Tout ce qu'on voit dans les manuels de l'économie. Donc que si vous avez fait les études en économie, vous savez parfaitement de quoi je parle. Aujourd'hui, on a presque battu le cycle, comme disait Alan Greenspan à l'époque, mais cette fois pour de vrai. Parce que donc, du coup, en alimentant de l'argent, on a évité la crise quelque part, ou donc le retournement du cycle qui a dû avoir lieu il y a quelques années. Et ça, c'est quelque part un problème. Parce que maintenant, nous naviguons dans le monde que nous ne comprenons pas, et j'ai l'impression que la Réserve fédérale non plus ne comprend pas. Donc du coup ils parlent que, enfin, voilà, maintenant, ils essaient de représenter trouver le coupable, typiquement la plateforme Robinhood, qui héberge évidemment des comptes des particuliers. Mais pourquoi elles sont coupables? En fait, ils ont juste acheté des actions au final. Donc, effectivement, ils se sont réunis tous pour profiter du même phénomène que les hedge funds profitaient tout le temps pendant des années et des années. Donc, ils ne sont pas coupables pour cette situation-là. Mais ceux qui sont où il y a le problème, c'est que maintenant, les particuliers pensent que la bourse, ça va que dans un seul sens. Et donc, du coup, ça explique la quantité de personnes qui sont arrivées sur le marché, ça explique la popularité de Robinhood, et ça explique effectivement cette formation des différents clubs, des différents forums qui essayent eux-mêmes maintenant de manipuler sur le marché. Et par contre, ça nous empêche maintenant, à nous, les investisseurs, on va dire, comment trouver le mot gentil, les investisseurs raisonnables qui cherchent de la valeur, qui veulent investir dans des belles entreprises qui sont performantes. Pour nous, ça devient plus difficile aujourd'hui parce que quand vous investissez dans une belle valeur, il peut être victime d'un phénomène comme ça et finalement, ça vous peut faire perdre énormément d'argent. Donc du coup, il faut quand même tenir compte de ces circonstances qu'aujourd'hui, investir intelligemment, ça ne vous protège pas nécessairement de se retrouver dans ce cas de figure. Par contre, on peut prendre certaines précautions. Et ça, je pense que ça, c'est l'idée principale pourquoi j'ai passé beaucoup de temps dans cette vidéo de parler de GameStop. C'est que si un jour, vous avez une idée qui traverse votre esprit de shorter une telle ou telle action, posez cette question une deuxième fois. Est-ce que je veux bien voir ça? Parce que n'oubliez pas que quand vous shortez une action, vous êtes exposé à des pertes illimitées. Donc ça, par exemple, si l'action demain, il s'ouvre avec un gap de 400%, vous allez perdre tout votre argent sur le compte et vous allez rester redevable à votre broker. Donc, si vous shortez, faites attention. Si vous voulez quand même le faire, donc faites-le sur des indices ou faites-le avec des options put. Parce que si vous achetez des options put, déjà, vous allez voir si vous avez jamais fait, quand vous allez voir les montants des premiums qu'il faut payer tout de suite, donc ça va vous refroidir tout de suite. Mais par contre, vu que vous payez la prime, vous n'allez pas perdre plus que cette prime. En tout cas, en fait, déjà, ce que je vous conseille, en général, je ne conseille rien, mais je peux me permettre de vous conseiller ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça serait pertinent, dans ces circonstances actuelles de marché, purement et simplement de renoncer à la stratégie short. C'est ce que je fais moi-même pour cette année-là. Donc je vous invite de revoir ma vidéo des objectifs de l'année 2021. Je n'ai parlé que pour moi-même, j'ai renoncé à short, même si je ne suis pas toujours encore assez cohérent par rapport à cet objectif. Mais dans tous les cas, je pense que ça serait la meilleure idée. Donc, parce que quand vous êtes long, le maximum que vous pouvez perdre, c'est la valeur de l'action en entier. Donc. Et même si vous êtes victime des phénomènes comme c'est produit sur GameStop, dans ce cas-là, vous allez subir une très forte baisse d'une action, mais après, il y aura forcément une reprise. Parce que, comme avec GameStop, évidemment, le marché va revenir à la norme à un moment donné. Mais sauf que le problème, que vous ne savez pas quand. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, vous allez commencer à faire du short sur le GameStop, demain, peut-être, il va faire encore 700% sur le même phénomène. Vous allez être lessivé complètement, votre compte, votre position sera sera forcée à fermer par votre broker, vous allez perdre énormément d'argent, vous serez redevable à votre broker, et c'est à ce moment-là, peut-être, il va baisser, effectivement. Mais si vous tombez mal, dans ce cas-là, vous êtes très très mal. C'est ça que je veux dire, en fait. Peut-être dans les circonstances actuelles des marchés,
je pense qu'il serait judicieux de tout purement simplement de renoncer à la stratégie short. Si vous êtes fan complètement de spéculation, vous voulez absolument faire du short, faites attention quand même, faites-le avec des puts, des options put. Vous allez voir que le prix de ces puts va être énorme pour les actions volatiles comme ça. Ou bien faites-le sur des indices, parce que sur des indices, les particuliers sont quand même encore assez loin de pouvoir bouger les indices comme S&P 500 ou CAC 40. Voilà, donc ça, ce que concerne GameStop. Donc là, j'ai fini la longue tirade de mes pensées, donc j'espère que ça a été utile. En fait, tout ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous shortez quelque chose, faites attention. Demandez 2 fois, et s'il faut 10 fois vous-même, si ça vaut le coup vraiment. Donc il faut vraiment être sûr. Vous voyez que même les professionnels se sont fait massacrer dans ces stratégies extrêmement méga risquées. Donc maintenant, revenons à nos sujets plus habituels. En fait, on va retourner au tableau de bord de l'économie. Donc comme je vous disais, en fait, dans mes timelines pour l'année 2021, donc janvier, que ce sera le mois de hausse, et vers la fin de janvier, début février, on devrait vivre une correction parce que les marchés vont se retrouver dans une bulle. Donc en gros, ça s'est confirmé parce que janvier, il était clairement haussier. Je pense que personne ne pourra le dire le contraire. Et la semaine dernière, le dimanche dernier, je vous ai parlé que je commence à m'attendre à une petite correction. Cette correction a eu lieu sur les marchés. Je pense, bon, c'est difficile de parler d'une correction encore parce que 3,6%, c'est beaucoup pour les indices, c'est beaucoup, c'est déjà quand même un indicateur assez important. On va voir l'image technique sur S&P 500 et je pense qu'on a de quoi s'inquiéter. Probablement, ça y est, on a commencé à baisser. En ce qui me concerne, j'ai essayé de naviguer un petit peu sur cette baisse avec pas beaucoup de réussite. Encore une fois, je vous dis que je suis très méfiant avec des shorts actuellement, parce que moi je pense qu'avec cette mer de liquidité que nous avons sur les marchés financiers, même s'il y aura une correction, elle sera de courte durée, il faudra surtout l'acheter, plutôt que spéculer, espérer gagner de l'argent sur la baisse des marchés. Mais en tout cas, cette situation déjà a marqué le pas, on va dire. Donc on voit que les géants comme Apple, ils ont baissé de plus de 5%. Donc 3,6 pour les deux indices américains, donc ça c'est quand même beaucoup. Le 10 ans américain, il a baissé, donc ça c'est quand même déjà en signe de... Bon, quoique non, il n'a pas baissé énormément, donc là j'avais l'impression que 1% pour une obligation, c'est pas beaucoup. Et ce que je note particulièrement cette semaine, c'est la hausse très importante de l'indice WIX. Donc c'est l'indice de la peur. Donc on a dépassé la barre de 30. Et pour moi, la 30 sur le VIX, c'est quand même déjà un indicateur d'une micro-crise, on va dire. Donc c'est quand même déjà assez important, ce qui veut dire qu'on a de quoi s'inquiéter. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce week-end, ce dimanche, dans une configuration baissière des marchés financiers. Donc là, je vais vous montrer l'image technique sur le S&P 500. Donc, comme vous pouvez voir, ce qu'on a cassé quand même le bas du canal dans lequel on a sagement évolué depuis novembre dernier. Donc là, on est en dessous. Donc on va peut-être le retester si on arrive de revenir dedans. Donc dans ce cas-là, il y aura une hausse qui peut continuer. Donc sur les RSI, on a une survente. Donc ça, c'est par contre le frame hourly, c'est peut-être un peu trop. Donc voilà, donc là si je passe en daily, donc là on est à peu près au niveau des RSI. Mais dans tous les cas, le canal haussier, il a été cassé. Donc on peut s'imaginer deux scénarios ici dans cette configuration. Soit on commence à se corriger, si on continue la correction jusqu'à ces niveaux-là. Ok, donc là je pense que ça sera à peu près vers les niveaux... Bon, après c'est difficile. Ouais, je pense que ça doit être vers les 500... bon, 500, ok, 3500, pardon, voilà. Donc là, je pense que ça sera la première cible. Mais le deuxième scénario, qu'on va revenir dans ce canal et continuer la hausse. Donc, moi, j'ai du mal je ne me positionne pas forcément sur ces marchés-là. Donc, je vais voir surtout l'ouverture des marchés le lundi matin, qui va probablement aidera pour prendre cette décision. Si on se rouvre à nouveau dans une tendance baissière, dans ce cas-là, probablement, il faudra se poser la question. Je ne dis pas qu'il faut shorter, mais en tout cas...
Après, moi, je veux voir comment je fais. Je veux pas faire des recommandations sur tout short parce que, parce que si on fait sur des actions, parce que j'ai peur que quelqu'un va commencer à faire sur des actions, on va se retrouver comme c'est font avec le GameStop. Mais dans tous les cas, il faudra faire beaucoup attention si la baisse continue au début de la semaine prochaine. Donc, pour moi, vraiment, le début, les 2 premières séances de la semaine prochaine vont être déterminants de point de vue tendance. Donc, tendance technique. Encore une fois, on ne parle pas des fondamentaux aujourd'hui. Donc, les fondamentaux sont très mauvais. Mais par contre, il y a la meilleure liquidité, de la Réserve fédérale qui les rend très bons. Donc, du coup, tout se fait racheter. Donc, je ne crois pas qu'il y aura un crack boursier dans des conditions actuelles de disponibilité de liquidité. Donc pour moi, c'est juste impossible. En fait, je vois pas, parce que de toute façon, une fois qu'on va commencer à baisser, tout de suite, la Fed de la BCE va sortir avec le bazooka, et elle va commencer à dire que voilà, on va augmenter les programmes de QE, on va, je sais pas, on va lancer des programmes de stimulus. Ça, c'est bon, ça c'est le Trésor, c'est le ministère de l'économie américaine. Donc quelque chose va se passer. Ils savent quoi faire pour calmer le feu en bourse. Donc toute la baisse va, pour moi, va être de courte durée. Donc c'est ça. En tout cas, ça c'est mon scénario de base que j'ai dessiné au début de l'année, qui se confirme pour le moment. Donc je vous disais que janvier, principalement, ça va être haussier. Et vers la fin de janvier, on devrait avoir des tensions baissières qui devraient commencer à apparaître. Donc voilà, je ne vais pas trop rester longtemps sur les analyses techniques parce que la semaine, encore une fois, la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Donc juste un petit rappel pour que n'oubliez pas de mettre en like si la vidéo vous plaît, ou un dislike si ça vous plaît pas. C'est vraiment, je suis désolé de le demander à chaque fois, mais c'est pour YouTube, c'est pas pour moi, pour que la vidéo soit plus visible. Voilà. Donc le troisième sujet maintenant. Donc, la nouvelle que moi je considère importante, c'est qui est passé inaperçu d'ailleurs, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle commence à s'intéresser au cours de l'euro. On entend rarement parler aussi ouvertement de le cours de l'euro dans les communications de la Banque Centrale Européenne, même globalement, les banques centrales, en généralement, ils n'ont pas, dans leur mandat, ils n'ont pas le contrôle des cours de change. Mais dans tous les cas, là, c'était ouvertement évoqué, comme quoi ils se posent des questions entre les différences en termes de politique monétaire entre la Réserve fédérale et eux, donc, et qui fait en sorte que l'euro s'apprécie. Et évidemment, ça crée des problèmes d'exportation pour l'Union européenne. Donc attention, attention encore une fois au cours euro-dollar. Moi, je ne dis pas qu'il faut shorter ou longuer quelque chose, mais en tout cas, si la Banque centrale ça commence à s'intéresser, donc cela veut dire qu'ils ont des moyens pour le réguler, appelons-le comme ça. Sur le front de Covid, donc là, il y a eu certaines nouvelles. Il y a une sorte de conflit entre les différents pays en termes de logistique et en termes de priorité de livraison des vaccins à travers le monde. Donc ça fait une certaine guerre commerciale, pas une guerre commerciale, mais une certaine guerre entre les pays pour être promis à recevoir les vaccins. Notamment, c'est cette histoire avec AstraZeneca. Donc là, je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus parce que c'est purement de la politique. Je ne pense pas que ça va affecter vraiment les bourses. Je le mentionne juste comme dans un contexte de la lutte contre Covid-19. Une autre nouvelle qui était une déception, en tout cas pour moi, pour Johnson Johnson, je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur les Big Pharma, que c'est une des entreprises dans les Big Pharma qui m'intéresse le plus, c'est Johnson Johnson. Donc, et le vaccin qu'ils ont produit, qui était très très prometteur à un moment donné, quand j'ai enregistré la vidéo, c'était un des meilleurs vaccins qui était attendu parmi toutes les vaccins qui ont été produits au moment d'enregistrement. Finalement, ils ont dit que ce vaccin n'est pas efficace contre les nouvelles variations de virus. Bon, ça ne veut dire pas qu'il ne fait rien, mais en tout cas, il est moins efficace que les autres. Et maintenant, comme vous pouvez voir dans les news, c'est que il était dans les études, dans les dernières études, il était 66% effectif, ce qui est largement en dessous d'efficacité de ses concurrents. Donc, du coup, c'est une certaines déceptions et du coup ça devrait créer une tension baissière sur le titre Johnson Johnson qui m'intéresse, sur lequel je suis bon, je suis pas encore positionné, mais elle est dans le top de mon watchlist. Pareil, nouvelle pour le Merck, en fait, c'est le laboratoire allemand, je sais pas si c'est allemand ou américain en fait, parce que là ça a l'air d'être basé aux États-Unis, moi je croyais toujours allemand. Mais en tout cas, là, ils ont renoncé carrément dans leur recherche du vaccin. Donc, du coup, ils sont sortis du jeu de la guerre pour le vaccin. Et ça crée effectivement aussi la baisse
En fait, ça fait une petite baisse sur la bourse pour le Merck et ça a ouvert, ça atteint d'ailleurs le niveau que j'ai évoqué dans la vidéo sur les Big Pharma. Donc du coup, ça a touché le niveau qui m'intéresse déjà. Voilà, concernant le Johnson Johnson, je vais juste rapidement regarder son cours, comme ça, parce que là, je ne l'ai pas vu. Tac. Donc vous voyez, ouais, voilà. Donc du coup, Johnson Johnson, il a clôturé à 163 $. Donc vous voyez, donc il a baissé de ses plus hauts. On était à presque 173. Mais encore, mes niveaux cibles, c'est quand même beaucoup plus bas encore. Donc moi je l'attends d'abord vers les 153. C'est encore loin. Et même plus bas. Donc là, je vais m'intéresser un petit peu vers les 140 à mon avis. Mais ça peut se produire uniquement s'il y a une correction importante sur les bourses. Voilà, donc ce qui concerne les news de Covid, à part ça, la France, comme vous le savez déjà, certainement, ils ont renoncé au confinement, ils ont durci le couvre-feu, mais ils n'ont pas instauré le confinement général. Donc je ne sais pas si ça sera une bonne nouvelle pour la bourse, je ne sais pas à quel point les bourses sont sensibles à ce qui se passe en France, mais possible, possible. On verra d'ailleurs, justement, ça c'est un facteur qui est à mon avis important, qui si dans ce contexte, le lundi matin, les bourses s'ouvrent avec la baisse, parce que c'est quand même le fait que la France a renoncé au confinement, ça veut dire que quand même les statistiques de Covid se sont stabilisées au moins, et ça c'est vrai. Donc, et si ça ne permettra pas, ça ne donnera pas du positif pour la bourse, dans ce cas-là, effectivement, la tendance elle est plutôt baissière, il faudra vraiment prendre ses profits sur certaines valeurs, certainement. Voilà. Donc, à la fin de cette vidéo, je voudrais partager avec vous une idée que j'ai. C'est une idée à long terme, donc c'est pas une idée spéculative. C'est les commodities, en fait, c'est que je parle rarement, surtout des métaux. C'est le silver, en fait, c'est l'argent. Donc l'argent, vous voyez sur votre graphe, il a beaucoup d'intérêt, en fait, apparemment. Donc là, il a vécu une très belle année 2020. Et il n'a pas eu de correction, il n'a pas vraiment eu de correction depuis. Donc là, on a baissé un petit peu, mais on n'est pas revenu à des niveaux qu'on avait vus historiquement et qui étaient stables, en fait, parce que pendant des années, on était dans un flat global. Et là, maintenant, on a carrément sorti de ce flat. Et je commence à lire certaines sources qui me paraissent assez intéressantes, que cette valeur, elle pourra servir, contrairement à l'or d'ailleurs, cette valeur pourra servir en véritable hedge contre l'inflation, mais uniquement quand l'inflation sera d'actualité. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans le monde où tout le monde parle de l'inflation en jour, quand elle va arriver, mais aujourd'hui, nous sommes très loin d'un scénario inflationniste. On est plutôt dans un scénario déflationniste. Mais quand le scénario inflationniste arrive, dans ce cas-là, il y en a beaucoup d'experts qui pensent que c'est le silver qui va profiter le plus. Et donc, il y a déjà un ETF que moi je regarde qui investit dans le silver physique. Et je me demande si je ne veux pas commencer à accumuler une position à très long terme, encore une fois, à très long terme. Je ne dis pas que ça va se produire d'ici un ou deux mois, comme effectivement une protection contre une éventuelle inflation qu'on peut avoir un jour. Je vous dis très clairement que moi, je ne suis pas dans un esprit inflationniste aujourd'hui. Je ne vois pas comment ça peut arriver parce que c'est un crack total, parce que qui dit l'inflation dit la hausse des taux, et qui dit la hausse des taux, cela veut dire qu'on met à plat tout le système financier. Mais je suis conscient que les banques centrales aujourd'hui, ils gèrent la situation, mais ça peut changer. Ils peuvent perdre le contrôle à un moment donné sur la situation actuelle. Ils peuvent perdre le contrôle sur la courbe des taux. Et du coup, l'inflation peut déraper. Effectivement, dans ce cas-là, on devra chercher les actifs refuges. Je considère que l'or, c'est un actif trop spéculatif. Il est trop détenu par beaucoup de fonds. Donc ces fonds vont subir des dégâts énormes. Donc du coup, ils devront fermer leur position forcée. Donc ils auront des appels de marge. Donc, dans un cas d'inflation, ça sera un crack, encore une fois, un boursier total. Et donc ces fonds détiennent souvent les positions spéculatives sur l'or. Ils devront vendre ces positions spéculatives. Et donc du coup, l'or pourra baisser. Donc pour moi, ça c'est ma conviction, c'est que si on vit une véritable crise financière, l'or va chuter. Par contre, pour l'argent, qui est en métal quand même demandé, qu'en fait qu'il est beaucoup plus utilisé que l'or, l'histoire peut être différente. Et donc du coup, le spread entre l'argent et l'or peut se réduire.
ce qui est assez exceptionnel, parce que d'habitude, c'était l'inverse plutôt qui se produisait. Mais en tout cas, je pense que cette situation peut être bien différente. Et le potentiel de hausse de l'or aujourd'hui, il est quand même assez énorme. Donc du coup, certains analystes techniques voient déjà l'or à 80, l'argent à 80 dollars. Ce n'est pas impossible. Ça reste quand même en métal, donc c'est pas en métal précieux, mais c'est quand même un métal qui a de la valeur. Il a ce phénomène de l'or, quand même beaucoup moins, mais quand même. Mais par contre, c'est le métal qui est beaucoup, beaucoup utilisé dans les différentes industries. Beaucoup plus de l'or, il a beaucoup plus d'importance dans l'économie actuelle. Donc voilà, donc ça c'est quand même une idée que je partage avec vous. J'aimerais bien discuter avec vous dans les commentaires, sur la chaîne Telegram si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc là, je vous invite de le faire. Et comme ça, on pourra partager les idées sur le silver. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette idée d'investissement, vous arrivez déjà sur l'esprit? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, quels sont les instruments que vous utilisez? À quel horizon vous pensez qu'on peut y investir? Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu tôt d'y aller. Mais un autre contre-argument que j'ai, si quand ça sera le moment, ça sera probablement déjà trop tard. Et le silver aussi, certains disent qu'il bénéficie de même phénomène comme GameStop, en fait, qui est de rachat par des particuliers, que apparemment il y a même dans les milieux, on va dire, non initiés, il y a quand même un certain intérêt envers l'or, envers l'argent, pardon. Et donc du coup, ça peut aussi alimenter une tendance avec ce phénomène purement technique, juste parce que les gens ont envie d'acheter l'argent aujourd'hui, ils peuvent commencer à l'acheter. Donc je me demande si ça ne sera pas une de mes positions du fonds de portefeuille que je vais commencer à accumuler par des petites portions. Parce que moi, je vois de la valeur, à la fois de la valeur fondamentale, je vois du potentiel technique. Il peut y avoir un hype à un moment donné, et je vois ça paradoxalement comme une des valeurs refuge potentielles en cas de l'inflation. Voilà, je partage avec vous cette idée-là, donc ça à débattre dans les commentaires. Bon, et au niveau des fondamentaux, des indicateurs macroéconomiques, il n'y a pas grand-chose. Il y avait eu deux importants indicateurs qui ont été publiés, les deux étaient positifs. Donc ça, c'est l'emploi en Allemagne qui est ressorti meilleur que prévu, et c'était à la fin de la semaine, mais il y avait encore un autre. Oui, il y avait aussi le PIB américain. Euh, attendez, voilà, PIB... ah non, ça c'est la vente au détail, donc ça c'est ressorti meilleur que prévu. Et ensuite, ça c'est la confiance des consommateurs qui était meilleure que prévu encore une fois. Bon, évidemment, avec les taux qu'ils ont maintenant et les facilités d'accès au cash. Et Initial Jobless Claims, c'est un indicateur de l'emploi aux États-Unis qui est ressorti encore meilleur que prévu. Et le PIB, il était comme prévu, donc à 4%, mais sur une base évidemment très, très faible. Donc, remarquez quand même, c'est super important parce que je sais que tout le monde s'en fiche aujourd'hui des fondamentaux, comme je vous disais. Donc là, c'est GameStop, c'est Elon Musk et les actions qui prennent 400% en quelques jours. On est plus dans cet esprit-là que dans l'esprit d'analyse fondamentale. Mais quand même, ce qui est important, c'est qu'avec ces indicateurs plutôt positifs, les bourses ont quand même baissé et baissé pas mal. Donc, on peut légitimement penser au changement de la tendance. Ça veut dire que la tendance, elle est plutôt baissière parce que même si les bonnes nouvelles n'alimentent pas la tendance haussière et ne permettent pas d'effacer les corrections sur les indices, c'est quand même un indicateur important de la puissance de la tendance baissière qui semble de s'installer progressivement. Donc attention les premières séances la semaine prochaine. On se tient au courant sur Facebook, page Facebook, inscrivez-vous, Telegram, inscrivez-vous, partagez cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Mind the cash. Bye bye.